J'ai demandé une augmentation à ma patronne, mais la réponse qu'elle m'a donnée renfermait une vérité que je n'étais pas prête à affronter. Dans le bureau vitré dominant la skyline de Paris, sous les lumières froides des néons, Sophie, ma supérieure hiérarchique, a posé son stylo et m'a regardé droit dans les yeux. Émilie, ce n'est pas seulement une question d'argent, n'est-ce pas, a-t-elle murmuré. Et à cet instant, le monde a basculé. Émilie, 28 ans, analyste financière dans une grande entreprise du quartier de la Défense, avait toujours excellé dans son travail. Originaire d'une famille conservatrice de la banlieue lyonnaise, elle avait fui les attentes étouffantes de ses parents pour s'installer à Paris, où la liberté semblait promise. Mais la liberté a un prix. Et pour Émilie, ce prix se manifestait dans les nuits blanches passées à analyser des bilans comptables, tout en réprimant un secret qui la rongeait de l'intérieur. Sophie, 35 ans, directrice du département, était l'incarnation de la réussite, charismatique, implacable en réunion, mais avec une douceur cachée que peu connaissaient. Leur relation avait commencé innocemment, par des cafés partagés après les heures de bureau, des discussions sur la vie au-delà des chiffres. Peu à peu, ces moments s'étaient transformés en quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Ce jour-là, Émilie avait préparé son discours avec soin. Elle méritait cette augmentation, ses performances étaient irréprochables. Mais en entrant dans le bureau de Sophie, son cœur battait pour une autre raison. La veille au soir, elles avaient partagé un dîner clandestin dans un petit bistrot du Marais, où leurs mains s'étaient frôlées sous la table, où les regards avaient dit ce que les mots n'osaient pas. Je ne peux plus faire semblant, avait chuchoté Émilie dans l'obscurité de la rue, et Sophie avait répondu par un baiser volé, chargé de promesses et de peur. La réponse de Sophie à la demande d'augmentation n'était pas un refus direct. Assieds-toi, Émilie. Il faut qu'on parle. Les mots résonnaient comme un avertissement. Sophie a fermé la porte, isolant le bureau du bruit ambiant de l'open space. Tes performances sont excellentes, mais je sais que ce n'est pas la vraie raison de ta venue. C'est nous. N'est-ce pas? Émilie sentit son estomac se nouer. Comment pouvait-elle le savoir? Elles avaient été si discrètes. Mais Sophie continua, ma famille. Ils ne comprendraient pas. Et la tienne? Tes parents? Avec leurs valeurs traditionnelles? Te renieraient-ils s'ils savaient? La vérité éclatait, leur amour naissant était une bombe à retardement dans un monde où les apparences comptaient plus que tout. Émilie repensa à son enfance à Lyon, où son père, un ouvrier à la retraite, prônait les vertus de la famille nucléaire, et sa mère, enseignante, citait la Bible pour justifier ses préjugés. Les homosexuels, c'est contre nature, avait-elle dit un jour lors d'un dîner familial, forçant Émilie à ravaler ses larmes. À Paris, elle avait cru échapper à cela, mais les chaînes invisibles la suivaient. Sophie, issue d'une lignée bourgeoise parisienne, affrontait ses propres démons, un mariage arrangé avorté, des attentes sociétales qui la poussaient vers une vie hétéronormative. J'ai déjà perdu un emploi à cause de rumeurs, avoua Sophie, la voix tremblante. Si on nous découvre, ce sera la fin pour nous deux. La conversation vira au drame. Émilie insista, mais on peut être prudente. Pourquoi renoncer? Sophie secoua la tête. Parce que le risque est trop grand. Pense à ta carrière,
À ta famille. Et moi? J'ai une fille de 10 ans. Son père et moi sommes divorcés. Mais il utiliserait ça contre moi pour la garde. Émilie sentit la trahison poindre. Était-ce une excuse? Ou une réalité cruelle? Elles passèrent l'heure suivante à débattre. Les voix baissées pour ne pas alerter les collègues. Émilie argumenta avec passion, évoquant les moments volés qui illuminaient sa vie grise. Sophie contre-attaqua avec logique, listant les conséquences: ostracisme social, perte d'emploi, rejet familial. À la fin de la réunion, Émilie sortit du bureau les jambes tremblantes. Elle avait obtenu l'augmentation à maigre 5% mais perdu bien plus. Dans l'ascenseur descendant vers le rez-de-chaussée, elle se promit de ne pas laisser cela détruire ce qu'elles avaient. Mais au fond d'elle, le doute s'insinuait. Était-ce le début de la fin? Le soir même, chez elle dans son petit appartement du 11e arrondissement, Émilie reçut un message de Sophie: « Pardonne-moi. Rencontrons-nous ce soir ?» Le cœur battant, elle accepta, ignorant que cette décision déclencherait une chaîne d'événements incontrôlables. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Au travail, elle maintenait une façade professionnelle, mais les regards complices trahissaient leurs secrets. Émilie commença à ressentir la pression, des collègues murmuraient. Des rumeurs circulaient sur l'ambiance tendue entre elles. Un soir, lors d'une sortie d'équipe dans un bar branché de Saint-Germain-des-Prés, un commentaire anodin d'un collègue: « Sophie semble plus proche de toi que des autres » fit rougir Émilie. Elle rentra chez elle en panique, appelant sa meilleure amie, Claire, une artiste libre d'esprit qui connaissait son orientation. « Tu joues avec le feu », l'avertit Claire. La société française est progressiste en surface. Mais en profondeur, les jugements persistent. Émilie ignora l'avertissement. Elle et Sophie se voyaient en secret, dans des cafés discrets ou des parcs isolés. Chaque rencontre était un mélange d'euphorie et d'angoisse. Sophie partageait ses peurs. « Ma mère m'appelle tous les jours pour me demander quand je vais me remarier. » Émilie confiait les siennes. « Mes parents viennent à Paris le mois prochain. » S'ils apprennent. Les conflits intérieurs s'intensifiaient. Émilie se surprenait à mentir à ses proches, inventant des excuses pour ses absences. Le poids de la duplicité la rongeait. Puis vint le premier choc majeur. Lors d'une réunion familiale virtuelle, le père d'Émilie lâcha: « J'ai vu aux infos ces manifestations pour les droits LGBT. C'est une honte. Ça corrompt la jeunesse. » Émilie coupa la caméra pour cacher ses larmes. Ce soir-là, elle confronta Sophie: « On ne peut pas continuer comme ça. Il faut choisir. » Sophie hésita. Puis répondit: « Donnons-nous du temps. » Mais le temps était un luxe qu'elle n'avait pas. Les semaines passèrent, et la tension monta d'un cran. Émilie et Sophie naviguaient entre passion et prudence, mais les fissures apparaissaient. Un après-midi, au bureau, un email anonyme arriva dans la boîte de Sophie: « Je sais pour vous deux. Attention à vos carrières. » Le cœur de Sophie s'emballa. Qui pouvait savoir? Un collègue jaloux? Une caméra de surveillance? Elle confronta Émilie dans un coin isolé du parking souterrain. C'est fini. Émilie. On arrête avant que ça n'explose. Émilie refusa d'accepter. C'est une menace vide. On peut enquêter. Mais Sophie était terrifiée. Sa fille, Léa, était sa priorité. Si mon ex-mari l'apprend,
Il me traînera en justice. Je ne peux pas risquer de la perdre. Les larmes coulèrent sur les joues d'Émilie. C'était la première fois qu'elle voyait Sophie si vulnérable. Si humaine. Elles s'étreignirent brièvement. Mais le geste était chargé de désespoir. Émilie rentra chez elle. Brisée. Et passa la nuit à relire leurs messages. À revivre leurs moments. Le lendemain, Émilie décida de contre-attaquer. Elle contacta discrètement le service IT de l'entreprise pour tracer l'email. L'enquête révéla qu'il provenait d'un ordinateur interne, celui de Marc. Un collègue ambitieux qui visait la promotion de Sophie. Armée de cette preuve, Émilie le confronta dans la salle de pause. « Pourquoi fais-tu ça ?» Marc ricana, « Parce que ce n'est pas professionnel. » Et franchement, c'est dégoûtant. Les mots frappèrent Émilie comme un coup de poignard. Elle rapporta l'incident aux ressources humaines. Mais la réponse fut tiède, « Nous enquêterons. Mais soyez prudente avec vos accusations. » Cette confrontation marqua un tournant. Sophie, informée, fut furieuse contre Émilie pour avoir agi sans elle. « Tu as mis notre job en danger », hurla-t-elle lors d'un appel nocturne. Émilie riposta, « Et toi ? Tu nous sacrifies par peur. » Leur première vraie dispute éclata. Révélant les failles, Sophie priorisait la stabilité. Émilie la vérité. Elles passèrent des jours sans se parler. L'atmosphère au bureau devenant irrespirable. Pendant ce temps, la famille d'Émilie arriva à Paris pour une visite surprise. Ses parents, ignorant tout, insistèrent pour dîner avec elle. Au restaurant, le père d'Émilie lança, « Tu as l'air fatigué. Tu devrais trouver un bon mari pour t'aider. » Émilie explosa intérieurement mais garda le silence. Ce soir-là, seule, elle appela Sophie en pleurs. « Je ne peux plus mentir. » Sophie, adoucie par la distance, répondit, « Viens chez moi. On en parle. » La réunion chez Sophie fut intense. Léa était chez son père, laissant l'appartement vide. Elles parlèrent des heures, disséquant leur peur. Sophie avoua son passé, une relation lesbienne à l'université, étouffée par la pression familiale. « J'ai choisi la sécurité. Et je le regrette chaque jour. » Émilie partagea le sien, des crushs adolescents réprimés. Une vie de façade. Elles se rapprochèrent, mais sans franchir la ligne. « On doit décider, ensemble ou pas », posa Émilie. Sophie hésita, « Ensemble. » Mais discrètement. Cette décision scella leur sort. Elles reprirent leur relation, plus prudente, mais la société les rattrapait. Lors d'une conférence professionnelle à Lyon, Émilie croisa une cousine qui la vit avec Sophie dans un moment intime. La rumeur se propagea dans la famille. Bientôt, un appel de sa mère, « Émilie. On a entendu des choses troublantes. Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Émilie nia. Mais le mensonge la consumait. Elle confronta Sophie, « Ma famille sait presque. Qu'est-ce qu'on fait ?» Sophie proposa une solution radicale, « On déménage. Je demande une mutation à Bordeaux. » Émilie fut choquée. Et abandonner tout ? Le débat fit rage. Émilie voyait cela comme une fuite. Sophie comme une survie. Finalement, Émilie accepta. Mais avec un prix, elle perdrait ses amis parisiens. Sa vie construite. Le déménagement fut planifié. Mais avant, un événement inattendu frappa.
Marc, le collègue, fut licencié pour harcèlement. Mais pas sans vengeance. Il envoya un email à la famille de Sophie, révélant tout. Le père de Sophie, un avocat influent, appela furieux, « Tu déshonores la famille. Pense à Léa. » Sophie s'effondra. Elle annula le déménagement et rompit avec Émilie par message, « C'est trop. Adieu. Émilie. » Dévastée, quitta son job impulsivement, cherchant refuge chez Claire. Les mois suivants furent un enfer. Émilie erra dans Paris, cherchant un nouveau travail, affrontant le rejet familial. Sa mère lui envoya une lettre, « Nous t'aimons. Mais nous ne pouvons accepter ça. » Le conflit intérieur la déchirait, avait-elle tort de poursuivre cet amour? Sophie, de son côté, luttait pour la garde de Léa, son ex utilisant les rumeurs contre elle. Elle regrettait sa décision, mais la peur l'emportait. Un jour, Émilie reçut un appel anonyme, c'était Sophie. « J'ai besoin de te voir. » Leur rencontre dans un parc fut tendue. Sophie avoua, « J'ai tout perdu de toute façon. Battons-nous ensemble. » Mais Émilie, blessée, hésita. « Tu m'as trahi une fois. Pourquoi recommencer ?» La discussion révéla les dommages, confiance brisée, cœur meurtri. La réconciliation fut fragile. Émilie et Sophie décidèrent de reprendre lentement, en thérapie de couple clandestine. Elles affrontaient les démons, Émilie luttait contre la colère envers sa famille. Sophie contre la culpabilité envers Léa. Les séances révélaient des vérités douloureuses. J'ai sacrifié mon bonheur pour les autres, admit Sophie. Émilie répondit, et moi? J'ai forcé les choses, ignorant les risques. Pendant ce temps, la société française, avec ses lois progressistes mais ses mentalités persistantes, les testait. À un événement LGBT à Paris, Émilie invita Sophie, qui refusa par peur d'être vue. Et si des collègues sont là? Émilie explosa, c'est ça? Notre vie? Se cacher éternellement? La dispute escalada, menant à une séparation temporaire. Émilie partit seule à l'événement, y rencontrant des femmes comme elle, libres et assumées. Cela l'éveilla, pourquoi se contenter de miettes? De retour, elle confronta Sophie, choisis, moi ou la façade? Sophie, sous pression, choisit la façade. Pour Léa, Émilie, le cœur brisé, déménagea à Marseille, cherchant un nouveau départ. Là, elle trouva un job dans une start-up inclusive, où son orientation n'était pas un tabou. Mais la solitude la rongeait. Des appels de sa famille arrivaient, son père, malade, voulait la voir. Viens sans. Ça, implora-t-il. Émilie refusa, c'est qui je suis. Sophie, à Paris, affrontait sa propre crise. Léa, sentant la tension, demanda, maman, pourquoi tu es triste? Sophie éclata en sanglots, avouant partiellement. Son ex, apprenant, intensifia la bataille judiciaire. Sophie engagea un avocat spécialisé en droit LGBT, marquant un tournant. Elle contacta Émilie, j'ai besoin de ton soutien. Émilie, hésitante, revint à Paris.
Leur réunion fut explosive. Émilie accusa, « Tu m'as abandonné. » Sophie riposta, « J'ai protégé ma fille. » Elles passèrent la nuit à débattre, explorant les mauvaises décisions passées. Finalement, elles s'unirent contre les obstacles. Sophie révéla tout à sa famille, affrontant le rejet. Son père coupa les ponts, mais sa sœur la soutint. Émilie fit de même avec les siens, un dîner tendu à Lyon, où elle déclara, « J'aime une femme. Acceptez-le ou perdez-moi. » La réaction fut mixte. Sa mère pleura. Son père se tut. Mais ils n'expulsèrent pas. C'était un début. Au travail, Sophie démissionna pour un poste plus tolérant. Ensemble, elles affrontèrent les rumeurs, perdant des amis mais gagnant en authenticité. Les coûts étaient élevés, relations familiales fracturées, carrière ralentie. Mais la liberté naissait. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Léa, influencée par son père, questionna, « C'est mal. Maman ?» Sophie dut naviguer l'éducation, expliquant l'amour sous toutes ses formes. Émilie aida, devenant une figure pour Léa. Mais le père porta l'affaire au tribunal, alléguant environnement instable. La bataille judiciaire fut épuisante, révélant les biais sociétaux. L'avocat argumenta, l'orientation n'affecte pas la parentalité. Mais les juges, influencés par des stéréotypes, penchaient. Émilie et Sophie témoignèrent, exposant leurs âmes. Émilie parla de son parcours, « J'ai caché qui j'étais par peur. Mais maintenant, je choisis la vérité. » Sophie ajouta, « Pour ma fille, je me bats. » Le verdict fut une victoire partielle, garde partagée maintenue, mais avec supervision. Le prix, humiliation publique. Article dans la presse locale. Après cela, leur relation se solidifia, mais les cicatrices restaient. Émilie questionnait, était-ce valable? Sophie répondait, oui. Car on est libre. Elles s'engagèrent dans l'activisme, aidant d'autres couples LGBT face aux mêmes luttes. Mais une trahison inattendue frappa, Claire, l'amie d'Émilie, jalouse de leur lien, révéla des détails intimes à la presse. Pour ton bien, prétendit-elle. Émilie fut dévastée, comment as-tu pu? La confrontation avec Claire fut brutale. Tu vis dans un rêve. La société te détruira, cria Claire. Émilie riposta, mieux détruire que mentir. Elles rompirent l'amitié. Un autre sacrifice. Sophie soutint Émilie. Mais le doute s'insinuait, combien de trahisons encore? Les mois suivants apportèrent une accalmie précaire. Émilie et Sophie emménagèrent ensemble dans un appartement discret de Montmartre, équilibrant vie personnelle et professionnelle. Léa s'adaptait lentement, posant des questions innocentes qui forçaient des réponses honnêtes. Pourquoi les gens disent que c'est bizarre? Sophie expliquait patiemment, transformant la douleur en leçon. Mais la famille d'Émilie ressurgit. Son père, hospitalisé pour un cancer, appela, « Viens me voir. » Seule. Émilie refusa, avec Sophie ou pas du tout. Le dilemme moral la tourmentait, loyauté familiale versus intégrité personnelle. Elle choisit Sophie. Mais le regret la hantait. À l'hôpital, seule, elle affronta son père, « Pourquoi ne peux-tu pas m'accepter ?» Il murmura, « J'ai peur pour toi. » Une percée fragile.
mais insuffisante. Sophie faisait face à ses propres choix. Son ex proposa une trêve, abandonne cette vie. Et je te laisse Léa. Sophie refusa, payant le prix d'une garde contestée. Les audiences judiciaires drainaient leurs économies, forçant des sacrifices, vendre des biens, réduire les dépenses. Est-ce que ça en vaut la peine, se demanda Émilie un soir. Épuisée. Un événement social amplifia les tensions. Invitée à un mariage d'une amie commune, elles durent décider, se présenter comme couple ou non. Sophie opta pour la discrétion, Émilie pour l'honnêteté. La dispute éclata en route, je ne veux plus me cacher, hurla Émilie. Au mariage, elles arrivèrent séparément, mais un toast maladroit révéla tout. Les regards jugeants fusèrent, des murmures circulèrent. Une tante de l'ami lança, c'est contre les valeurs françaises traditionnelles. Émilie riposta publiquement, les valeurs évoluent. Le retour fut silencieux, chargé de reproches. Sophie accusa, tu as forcé les choses. Émilie répondit, et toi? Tu fuis. Elles passèrent des jours en froid, questionnant leur compatibilité. Émilie consulta un thérapeute seul, explorant ses traumas, rejet enfantin, peur de l'abandon. Sophie fit de même, affrontant sa culpabilité maternelle. La réconciliation vint via Léa. L'enfant organisa un dîner surprise, je veux qu'on soit une famille. Touchée, elles se réconcilièrent, promettant transparence. Mais un nouveau choc, la mère de Sophie, réconciliée, invita à un déjeuner familial. Là, des oncles conservateurs attaquèrent, c'est une phase. Pense à l'héritage. Sophie défendit, c'est ma vie. Le déjeuner vira au chaos, avec des départs précipités. Ces confrontations cumulées usaient leur relation. Émilie proposa une pause, pour réfléchir. Sophie accepta à contre-cœur. Pendant la séparation, Émilie voyagea à la campagne, méditant sur ses choix. Avait-elle sacrifié trop? Sophie, avec Léa, réalisait l'ampleur de son amour. Elle envoya une lettre, sans toi, je suis perdue. Leurs retrouvailles furent passionnées, mais réalistes. Elles décidèrent de s'engager pleinement, planifiant un pacte civil de solidarité. L'annonce aux familles fut un tsunami. Les parents d'Émilie coupèrent contact. Ceux de Sophie offraient un soutien tiède. Au travail, des promotions furent refusées subtilement, révélant discrimination cachée. Malgré tout, elles persévérèrent. Émilie écrivit un blog anonyme sur leur lutte, gagnant un suivi. Sophie s'impliqua dans des associations LGBT, transformant la douleur en action. Mais un ultime trahison, l'ex de Sophie, furieux, publia des photos volées en ligne. Le harcèlement en ligne suivit, insultes, menaces. Elles portèrent plainte, mais le dommage était fait. Affrontant la tempête médiatique, elles tinrent une conférence de presse modeste. Nous ne demandons que le droit d'aimer, déclara Émilie. Le soutien public afflua. Mais les coûts personnels étaient immenses, anxiété, insomnie, relations brisées. Léa souffrit à l'école, forçant un changement. Au climax de leur épreuve, un verdict judiciaire final tomba, Sophie gagna la garde complète, grâce à des témoignages prouvant sa compétence.
Mais la victoire était amère, Léa était traumatisée. Questionnant son identité. Suis-je normale, demanda-t-elle. Sophie et Émilie la rassurèrent. Mais le doute persistait. Les familles. Lentement. Évoluaient. La mère d'Émilie appela. Je ne comprends pas. Mais je t'aime. Un pas timide vers la réconciliation. Le père de Sophie, mourant, envoya un message, pardonne-moi. Ces gestes offraient une closure partielle. Mais les cicatrices restaient. Émilie et Sophie, renforcées, lancèrent une initiative pour soutenir les couples LGBT face aux pressions sociétales. Leur histoire inspira d'autres. Mais elles payèrent le prix, vie privée perdue. Vigilance constante. Un soir, assise sur un banc face à la Seine, Émilie posa, « Regrettes-tu » Sophie répondit, « Jamais. » Le prix de la liberté est élevé, mais inestimable. Pourtant, les conflits intérieurs subsistaient. Émilie luttait avec la perte d'innocence, Sophie avec la culpabilité. Elle naviguait les mœurs françaises changeantes, où le mariage pour tous existait, mais les préjugés perduraient. Leur amour, forgé dans le feu, était résilient, mais fragile. Au fil du temps, elles trouvèrent un équilibre. Léa grandit, acceptant leur famille non conventionnelle. Émilie reprit contact avec ses parents. Des visites tendues menant à une compréhension mutuelle. Sophie répara ses liens familiaux, transformant le rejet en acceptation. Mais la société testait encore. Lors d'une manifestation contre l'homophobie, elles furent agressées verbalement. Cela raviva les traumas. Forçant une introspection, avait-elle choisi le bon chemin ? Émilie écrivit un livre sur leur parcours, exposant les vérités crues. Le succès apporta visibilité, mais aussi backlash. Finalement, dans une vie apaisée, elle réfléchissait aux sacrifices, amis perdus, carrières altérées, cœurs meurtris. Mais les gains authenticité, amour vrai l'emportait. Leur histoire, un témoignage de résilience, posait une question éternelle. Était-il juste de sacrifier tant pour l'amour ? Ou la société impose-t-elle des choix impossibles ?